Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Ex-député libéral de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, mon invité a mis fin à sa carrière politique au déclenchement des dernières élections provinciales du 4 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des regrets? Pourquoi avoir quitté? Parce qu'il est encore tout jeune. Il peut encore faire beaucoup de politique, j'en suis persuadé. Des réponses à ces questions? Il va nous les donner toutes, j'en suis persuadé. Alors, mesdames et messieurs, l'ex-député libéral de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. Monsieur Bernard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Bernard. Et... Ça me fait toujours plaisir de venir à votre émission. C'est réciproque. C'est réciproque parce qu'on a une complicité, et je ne parle pas de parti politique là, du tout. Je parle d'individus humains. Et puis, on a toujours été très près un de l'autre, même si avant que vous soyez député, on ne se connaissait pas du tout. Mais seulement que votre charisme m'a emballé. Et je le dis en toute simplicité et sincérité, M. Bernard, et je vous en remercie beaucoup parce que vous avez toujours été frais et dispo à mes invitations. Et puis, ça a toujours été je le dis honnêtement, ça a toujours été un honneur pour moi que de vous recevoir. Je tiens à vous le dire. On a eu des bons échanges, oui. Puis vous étiez quelqu'un de perspicace, puis ça a été agréable. Bon, allez, mettons les fleurs, on y va, parce que le pot, là, il doit être à la veille d'arriver en quelque part. Au déclenchement des élections, le 1er août dernier, vous avez décidé de ne plus vous représenter. Pourquoi? Bien, ma décision, personnellement, était prise depuis l'été dernier. Un an que j'avais fait la réflexion. J'avais eu des petits problèmes de santé un peu. Puis quand même, comme vous disiez, j'arrivais à 53 ans. Puis j'avais des décisions à prendre au niveau personnel et professionnel. Okay. Mm-hmm. Et à ce moment-là, donc, ma décision était prise avec ma conjointe et tout ça. J'avais décidé à 53 ans, j'ai dit, si je veux retourner dans le privé, c'est là ou jamais. J'avais fait 10 ans de politique, 9,5 au ce moment qu'on se parle. Mm-hmm. Alors, je trouvais qu'après 10 ans, il était le temps pour moi, à 53 ans, de retourner, peut-être de faire d'autres choses. Et donc, toutefois, j'avais gardé ça confidentiel parce que je voulais attacher mes 2 derniers dossiers qui étaient prioritaires pour moi, la radio-oncologie en Abitibi-Témiscamingue et la relance de Tembec. Alors donc, quand ça avait été assuré au mois de février, je l'ai annoncé au premier ministre, à M. Charest, à ce moment-là, et j'ai fait mon annonce publique le 2 avril dernier pour justement laisser le temps au parti de trouver un autre candidat ou candidate là, qui a été Mélissa Turgeon dans ce contexte-là. Alors, c'est pour ça. J'avais fait ce que je voulais faire, mes objectifs étaient... Est-ce que ce fut une décision bien mûrie? Oh, oui. Ça avait été quelque chose que je vous disais, même que des fois, en toute franchise, quand j'étais revenu en politique en 2008, la campagne, il y avait des dossiers qui me tenaient à cœur puis qui n'avaient pas été complétés. Et je m'en serais toujours voulu de ne pas être venu pour terminer ces dossiers-là. Comme je vous disais, 2 qui étaient vraiment importants pour moi, c'était la radio-oncologie. Oui, très il y a Tembec, il y avait le centre de santé à Ville-Marie aussi, qui étaient des dossiers très importants pour la population de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue. Et de l'ensemble de la région, parce qu'il y en a qui touchent la région. Alors, je voulais revenir à ça. Puis, je me disais déjà, si je termine mon portfolio de projets qui me tenaient à cœur, probablement que ça va être mon dernier mandat. Déjà, à ce moment-là, quand je m'étais représenté, je m'étais toujours dit, moi, que j'allais faire 2 ou 3 mandats, pas plus, parce que je venais en politique pour la région et non pour, je dirais, des objectifs personnels. Il y a un de vos compétiteurs, si je peux appeler ça comme ça, de vos adversaires politiques, d'un autre comté, qui m'a dit de vous, Daniel, c'est un politicien honnête. Daniel ne pourra pas être longtemps en politique parce qu'il prend ça trop à cœur. Et ça, c'est un de vos adversaires politiques qui m'a dit ça. Et j'endosse ça. J'endosse ça parce que moi, je vous ai vu aller, j'ai vu votre bureau, j'ai vu des personnes qui travaillaient à votre bureau. Je les ai rencontrées, je sais qui elles sont. Puis, vous preniez vos dossiers tellement à cœur que, justement, un de vos adversaires m'a dit, et je l'ai dit en toute sincérité, il ne pourra pas faire ça longtemps parce qu'il est trop honnête, il prend ça trop à cœur.
Bien, je vais vous dire, je pense que c'est une qualité que tu as besoin. Parce que quand tu viens en politique, puis je lance le message à n'importe qui va en politique, que ce soit autant comme maire, comme conseiller municipal, quand tu vas là pour ta population. Et quand tu es élu, tu deviens le député ou l'élu de toute la population et les gens ils ont des attentes. Tu es là pour régler des dossiers. Puis, vous soulevez le point, moi j'avais une équipe absolument formidable et dévouée. Oui. Et on a eu des beaux succès et pas autant pour des grands dossiers majeurs très visibles, mais on a eu des succès avec des dossiers d'individus qui sont venus pour l'aide sociale, qui sont venus pour la CSST. Ça, c'est important. Ça. C'est oui, parce que majeur. ces personnes-là sont démunies. Exact. Ces personnes-là reçoivent, supposons, une lettre, peu importe, du gouvernement, peu importe de quel ministère ou peu importe quel problème. Mais très souvent, et je le dis en toute honnêteté, très souvent, les personnes sont démunies, sont là. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Hey, ils veulent peut-être me couper telle chose, puis j'ai pas le moyen de perdre ça. Qu'est-ce que je fais? On prend le téléphone et on appelle là-bas. Aïe, 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 parce que si on appelle au bureau à Québec, dans un ministère, ça va être l'enfer, ça, on le sait. Alors, il reste le député du coin à aller voir à son bureau puis dire j'ai un problème. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais. Et je vous dis, la plus belle récompense, ça a toujours été celle-là. Moi, je travaillais plus ces dossiers peut-être en haut, puis je donnais un coup de main sur les dossiers locaux. Puis c'est le rôle primaire. Puis des fois, je trouve que des gens se lancent en politique et quand je les écoute, ils oublient ce rôle-là premier qui est au service de ta population. Oui, exactement. C'est certain que quand tu es député dans des zones, par exemple, très urbaines ou très riches, c'est pas les mêmes enjeux. Mais dans un comté comme on a, nous, en région, OK, en Abitibi-Témiscamingue, des dossiers municipaux, beaucoup de ruralité, puis beaucoup... Oui. Tout, le député est interpellé sur l'ensemble des ministères. Sur l'ensemble des ministères, on touche. Puis c'est le beau succès. Puis effectivement, j'ai pris ça à cœur. Puis à un moment donné, c'est ça qui m'a grugé aussi un peu la santé l'année dernière. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai dit, OK, il faut passer à d'autres choses. Est-ce que votre dernier mandat, M. Bernard, a été le mandat le plus difficile pour vous? Oui, définitivement. Puis je vais vous dire deux points principaux. Premièrement, je vous dirais la dynamique à Québec avait changé énormément. Dans le premier mandat, il y avait du respect entre les politiciens. Tout parti confondu. Oui, ça, oui. Et dans le dernier mandat, cette dynamique-là a complètement changé. Et moi, je déplore tout le temps, puis c'est là qui m'a amené un détachement aussi, mais je déplore que des élus se servent de leur immunité pour attaquer l'intégrité de personnes. Ça, moi, je trouve ça déplorable. Et souvent, ils attaquaient l'intégrité de personnes qui ne sont pas des élus. Tu sais, du monde qui sont de la population, qui se dévouent pour aider. Puis, alors ça, moi, j'ai trouvé ça déplorable. Et par la suite, il y a tout le dossier des ressources naturelles qui, moi, est venu me chercher profondément à cœur aussi. Parce que on vit des ressources naturelles en région. Les ressources naturelles sont devenues un enjeu politique, ça a été politisé pour les mauvaises raisons, des gens qui se sont fait du capital politique sur les ressources naturelles sans connaître la dynamique du milieu. Et ça, moi, c'est venu me chercher là, énormément. J'ai essayé de défendre les régions puis l'industrie autant, que ce soit autant les mines, les forêts ou les autres. Puis ça, moi, tout ça a changé dans le dernier mandat. Puis c'est venu me chercher. Puis au niveau local, bien aussi, les dynamiques avaient changé. Pas mal aussi. Puis moi, je me suis dit, je travaille pour la population. J'ai attaché mes dossiers pour la population. C'est ça qui a toujours été ma source de carburant d'énergie. Puis, le gouvernement libéral a connu un printemps affreux, il faut le dire. On n'a qu'à penser au projet de loi 78. On a pensé à la hausse des frais de scolarité, les étudiants dans la rue. Les casseroles, les carrés rouges, on peut en nommer beaucoup, beaucoup. Est-ce que pour Daniel Bernard, ça a été difficile de voir tout ça? Est-ce que Daniel Bernard, une fois, s'est assis et a dit « Comment on va faire pour régler tout ça? » Là, la rue est rendue dehors. Ouais. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, j'ai toujours été solidaire aux décisions de notre gouvernement. Quand on fait de la politique, OK? Puis j'entends le terme équité intergénérationnelle. Ça fonctionne dans les deux sens. Il faut penser à ceux qui nous ont précédés,
par exemple, puis qu'ils ont fait des efforts pour eux aussi, personnellement, investir pour aller faire des études et autres. Et on demande la même chose aux gens. Et actuellement, puis avec tout le respect, je dois à Mme Marois, au Parti québécois, j'ai hâte de voir comment ils vont être capables de répondre à leurs engagements qu'ils ont faits. Parce que il faut revenir dans une dynamique. Si tu as quelque chose de gratuit quelque part, dans la société, il y a quelque chose d'autre qu'il va falloir qu'il soit augmenté. C'est évident. Il y a toujours... Oui, parce qu'on a un budget à respecter. Il y a un budget à respecter. Si tu enlèves 1 milliard ici, tu as un manque de 1 milliard. Donc, il va falloir que tu ailles le chercher ailleurs. Oui. Tu sais, j'écoutais encore... Alors, il faut faire des choix à cet égard-là en tant que gouvernement. Puis il y a des choix qui ne sont pas faciles, puis il faut être équitable envers l'ensemble de la population. Il faut être équitable envers ceux qui payent des taxes puis des impôts et ceux qui bénéficient ou qui ont vraiment des difficultés puis qui ont besoin de l'aide sociale puis du support de la société. Il faut trouver l'équilibre là-dedans. Et actuellement, s'il y a une chose qui a changé aussi à cet égard-là, il y a vraiment un clivage de la population. Vraiment un clivage, puis le résultat des élections, quand on regarde en termes de pourcentage de vote, reflète ce clivage. Exactement. Projet de loi C-14 sur les mines. Vous avez travaillé dessus. Oui. Bon. Une source m'a dit que c'était un sujet de désaccord avec votre premier ministre. Est-ce que c'est vrai? Non. Pas avec le premier ministre. Moi, Ou avec le ministre des Ressources? Avec le ministre, il y a été des tensions. Quand on parle du dossier des ressources naturelles, moi, j'ai une vision du rôle du gouvernement là-dedans. OK? Et le rôle du gouvernement, le gouvernement est fiduciaire de la ressource. Moi, ce que je déplore tout le temps, tout gouvernement confondu, puis même le dernier, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement n'a jamais expliqué à la population pourquoi que le système d'obtention de claims, etc., fonctionne de cette manière-là. Pourquoi que le système est là? Et le gouvernement, malheureusement, se défile dans ce rôle-là. Tout ministre confondu, depuis que je suis dans le secteur des mines, le gouvernement il ne le dit pas à la population pour l'expliquer. C'est quand la ressource appartient à l'ensemble de la population, le citoyen a un devoir aussi. Il y a un devoir, puis le gouvernement a tout refilé actuellement le fardeau de la preuve à l'industrie. Si on veut faire de l'industrie minière, le sous-sol appartient à tous les Québécois. Il faut trouver des zones d'entente, c'est clair, entre la compagnie et autres. Mais quand le gouvernement donne un claim, il devrait dire aux citoyens, regarde, il faut que tu t'entendes avec la compagnie, voici des barèmes et autres à remplir. Le gouvernement ne fait pas ça. C'est la compagnie qui a des obligations, c'est elle qu'il faut qu'ils s'entendent avec les citoyens et autres. Alors, quand on n'exploite pas nos ressources, parce qu'il y a des individus qui ont des revendications, puis je comprends que certains qui ont des craintes, mais c'est toute la population du Québec qui, à ce moment-là, est impactée. C'est toute la population du Québec. Et le gouvernement, dans tous les cas, c'est toujours défilé. Puis moi, ça, c'est une gestion des ressources naturelles que le gouvernement doit faire mieux pour expliquer autant aux compagnies et autant aux citoyens quelles sont les attentes de l'ensemble de la population du Québec. Lorsqu'on parle des mines, on parle du projet de loi C-14, les redevances. Le Parti libéral dit tout le temps, oui, nos redevances, elles sont correctes. Ce que l'on demande aux compagnies minières, c'est dans les meilleurs au Canada, dans les meilleurs même mondialement. Et l'opposition se plaît tout le temps à dire, on pourrait demander beaucoup plus à des compagnies minières des redevances qui pourraient aider le gouvernement du Québec dans son budget. C'est quoi l'affaire, M. Bernard? Parce que vous êtes dans le domaine, mais vous étiez dans le domaine. C'est quoi les fameuses redevances? Au moment où l'on se parle, quelle est la redevance qu'une mine doit au gouvernement versus ce que l'opposition voudrait que vous auriez demandé? Le temps est compté, je vais vous résumer ça simple. Actuellement, là, quand on regarde les revenus d'une compagnie minière, qui est la vente des métaux. Oui. Les revenus bruts actuellement au Québec, 41 des revenus, incluant les taxes, les impôts, s'en vont, puis les redevances s'en vont au gouvernement. Alors, l'entreprise va dire qu'il en reste 59 et ça, on oublie les frais. Puis là-dessus, tu ajoutes les coûts d'opération.
Alors, au final, il y a des entreprises qui, oui, vont faire beaucoup d'argent parce qu'ils produisent énormément d'onces d'or, si on prend nos grands producteurs. Mais quand on prend nos entreprises comme Richemont et autres, qu'ils sont des petites, les coûts d'exploitation sont élevés, on ne peut pas aller chercher plus. On a fait les réformes à l'époque pour justement aller rechercher plus en bénéficiant pour que l'entreprise puisse continuer à se développer. Actuellement, puis je vais prendre l'exemple de Mine Richemont qui m'en excuse, mais je regardais les résultats financiers de Richemont 2008-2009. Richemont, pour des 100 millions de revenus bruts, ils ont sorti 3 millions de profits. OK, en 2008-2009. Là, maintenant, ils font plus d'argent. Si on prend la politique du Parti québécois de 5 des revenus bruts, OK, quand tu as 100 millions de revenus, c'est que tu viens de tuer, tu mets la compagnie dans le négatif. Et pourtant, elle va avoir payé des impôts, des taxes au travers des employés, puis tout ça. Ça veut dire que vous autres, vos redevances sont sur les profits nets. Sur les profits nets, parce que tu n'as pas le choix. Et puis, ça ne serait pas normal de demander sur les profits bruts, parce que dans les profits nets, on peut mettre énormément de dépenses. Ça, effectivement, c'est un faux débat. OK? Parce que je vais vous dire pourquoi. Premièrement, le fait que les entreprises ne payent pas de redevance dans les 2 ou 3 premières années, il y a une raison simple en arrière de ça. Comme n'importe quelle entreprise, que ce soit par exemple une forestière, une papetière, tu as des amortissements à tes investissements. Quand tu construis une usine qui a une durée de vie de 25-30 ans, tu vas avoir ton amortissement échelonné sur cette période-là. Une mine, on parle des durées de vie en moyenne de 10 ans. Alors, pour un investissement d'1 milliard, l'entreprise se doit d'amortir ça rapidement possible pour dégager des profits. Okay. Alors, ça, les gens n'en tiennent pas compte. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ne payent pas, mais par la suite, sur les revenus, ils vont le faire. Alors, je reviens à l'exemple de Richemont. Là, ils font des profits. Là, le Parti québécois veut mettre une taxe sur le surprofit en haut de 8 Richemont veut démarrer son projet Wasamac. Wasamac, ça va être un investissement de 500 millions. Là, il commence à faire de l'argent pour mettre des sommes en banque pour partir son prochain projet. Alors là, si tu arrives et tu vas y retirer cet argent-là, bien là, tu viens de pénaliser notre PME qui veut partir son prochain projet parce que là, elle va être obligée d'aller se financer ses marchés financiers. Alors, c'est pour ça que la méthode de revenus sur les profits est bien balisée. Les gens ne peuvent pas mettre n'importe quoi là-dedans. C'est contrôlé par le ministère des Ressources naturelles puis le ministère des Finances. Les règles sont strictes puis il n'y a pas de faux fuyants là-dedans. Monsieur, on va laisser le domaine des minerais. C'est très passionnant, mais j'ai tellement d'autres questions. On pourrait en parler longtemps. Les moments les plus inquiétants pour vous, Monsieur Bernard, c'était quoi? On parle des carrés rouges. On parle de départ de gros noms. Parti libéral comme Mme Normando, Mme Courchaine, l'affaire Tomassi, la commission Charbonneau. Est-ce que ce sont des choses qui vous ont inquiété? Le départ, il faut mettre tout de suite un bémol là-dessus. Le départ, moi, je vais vous dire, qui a été le plus triste, ça a été Claude Béchard. Okay? Quand tu perds un collègue pour une cause de cancer, c'est très, très triste, puis c'était quelqu'un de passionné. Les autres départs, ça fait partie de la vie politique. Et les raisons en arrière. C'est toujours triste de perdre des collègues. Oui, parce que c'était des gros noms. C'était des gros noms. Et que ce soit des petits noms, ou comme je regarde, il y a des tout partis confondus, il y a des gens qui ont tout comme moi, qui ont choisi de ne pas se représenter. Alors, ça, c'est toujours triste. Les autres événements, il faut apprendre je vous dirais, à vivre avec ça. Il va toujours avoir de la controverse autour des partis, puis à un moment donné, il faut se mettre une carapace à l'égard de l'opinion, pas nécessairement de l'opinion publique, mais quand on se rend compte qu'on vit dans une bulle à l'Assemblée nationale, à un moment donné, beaucoup d'événements sont amplifiés. Donc, on voit moins l'impact dans les médias régionaux ici. Il va en avoir toujours de ça. Moi, quand je regarde, par exemple, quand on dit la commission Charbonneau, ces choses-là, moi, j'ai hâte de voir, comme tout le monde, qu'est-ce qui va sortir de ça. Moi, pour l'ensemble de mes collègues que j'ai côtoyés au cours des 9 dernières années,
quand je parle de l'ensemble de mes collègues, là, je parle de l'ensemble des députés, qu'est-ce que j'entends, puis qu'est-ce que les gens pensent des députés, puis qu'est-ce que je vois, je connais, c'est pas la réalité. L'ensemble des collègues, l'ensemble des députés, ils sont intègres. Mais que dans n'importe quoi dans la population, il y en a qui vont pas suivre les règles. C'est pas pire. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir les résultats. Mais en politique, à un moment donné, il faut aussi, comme je vous disais, avancer. Puis il va toujours avoir des gens qui vont dénigrer les gestes de tout gouvernement, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Votre plus grande réalisation dans votre comté? Moi, je vais vous dire, vous m'aviez posé un peu la question il y a quelque temps, puis je regarde, j'en ai plusieurs. Je vais avoir contribué à 500 millions d'investissements en 9 ans à Rouyn-Noranda-Témiscamingue dans le secteur de la santé, de l'éducation, au niveau des entreprises. Tembec, pour moi, c'est important. La radio Onco, centre de santé de Ville-Marie pour la population, c'est important. L'assurance parentale que je vais avoir amenée à Rouyn-Noranda, Est-ce que vous considérez ça comme étant un de vos plus grandes réalisations? Une de vos plus grandes réalisations? C'est le fun parce que, je vous dirais... Ça a fait des malheureux, ça, là. C'est sûr. C'est certain, parce que les autres, pas loin aussi. les autres dossiers, ce sont des dossiers qui sont ponctuels puis qui sont nécessaires à la population. Puis je me battais pas pour d'autres, je me battais pour mes comtés. Quand on parle de centre de santé ou etc., c'est pour la population. Celui-là, c'était vraiment une bataille parce que c'était quelque chose qui était que tout le monde au Québec aurait aimé avoir. Et moi, ce que je remercie de notre gouvernement là-dessus, encore une fois, c'est la première fois qu'il y avait un nouveau service gouvernementaux au Québec qui étaient mis en place dans les régions. Et ça, on l'avait fait avec le forestier en chef, on l'a fait avec ça. Alors, on a fait beaucoup de choses pour les régions. Puis ça, je pense que c'est une des plus belles réalisations. Qu'est-ce que vous auriez aimé apporter à votre comté, M. Bernard, que vous avez été incapable d'apporter? Bien, je vous dirais, un de mes engagements, le seul que je n'ai pas réussi à concrétiser, puis c'est pas autant pour le comté, pour la région, c'était le dossier d'un abattoir. Moi, je pense que les régions, il faut revoir les systèmes d'abattage au Québec. Parce que les régions sont pénalisées là-dessus. Puis l'Abitibi-Témiscamingue, peut-être plus que d'autres, mais quand je regarde la Gaspésie, le bas du fleuve, c'est la même affaire. C'est certain que le gros de la production agricole est dans le sud de la province, les plus grands producteurs et autres. Mais si on veut avoir des filières qui sont viables, pour permettre à nos producteurs d'avoir des coûts compétitifs et autres, il va falloir aller vers ça. Malheureusement, dans le cas du dernier mandat, il n'y avait pas de consensus en région. C'est là qu'un petit peu les tiraillements intra-régionaux ont nuit au dossier. Alors, j'espère qu'on va pouvoir... C'est sûr, puis c'est un peu beaucoup primordial, parce que pas d'abattoir dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, c'est presque impensable, M. Bernard. Oui, puis vous avez raison. Alors, c'est pour ça qu'il faut remettre en place des politiques. Mais ça, on va pouvoir se faire aussi seulement si... Tu sais, on parle du gouvernement puis du milieu, mais il y a des intermédiaires là-dedans. Je regarde, par exemple, la situation ne sera pas facile, puis en toute honnêteté, il faut regarder ce qui se passe avec l'abattoir Colbex-Lévinoff, oui, qui appartient aux producteurs de bœuf, puis à la Fédération. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, puis il est difficilement viable. Alors donc, c'est un peu un compétiteur, et il va y avoir des décisions à prendre, à savoir comment on fait pour sauver cet abattoir-là, qui est aussi important pour nos producteurs, mais en même temps tenir compte des réalités régionales. Et ça n'est pas encore attaché. On regardait avec espoir du côté ontarien, mais là, on va voir, il va y avoir un rapport, une évaluation qui est faite, puis d'études, mais il va falloir que les gens, puis je lance ce signal, il faut que les gens se fassent un consensus. Fassent un consensus, puis fassent passer l'intérêt régional avant l'intérêt local. On se reporte au 4 septembre dernier. Le Parti libéral a déjoué tous les calculs possibles et impossibles en faisant élire 50 députés, en allant chercher précisément 31,2 des votes de cette journée-là, comparativement à 31,9 au parti au pouvoir. C'est même pas 1 de différence. M. Charest a été battu dans Sherbrooke le lendemain, annonçait sa décision. Sans aller dans les détails, M. Bernard, qui voyez-vous comme éventuel remplaçant de M. Charest à la tête du Parti libéral? Est-ce que vous le voyez présentement
dans le Parti libéral actuel, dans les députés actuels, où vous le voyez à l'extérieur du caucus, si vous me permettez? Moi, si vous voulez mon opinion là-dessus, il va y avoir des bons candidats. Puis tout de suite, qui sont en poste actuellement, des gens pressentis, je m'attends à ce que Pierre Moreau soit pressenti, Jean-Marc Fournier soit pressenti. Un gars comme Benoît Pelletier, qui était là au premier gouvernement, c'est quelqu'un qui, je pense, peut manifester un certain intérêt aussi, puis il vient de la famille libérale. Philippe Couillard mettait une croix là-dessus. Philippe, moi, je l'ai rencontré. Pourtant, déjà, son nom commence à circuler. circuler. Mais pour avoir croisé Philippe Couillard, je doute vraiment qu'il revienne. Il va y avoir des gens sollicités à l'extérieur. Mais est-ce que ce serait bon que le prochain chef ne soit pas dans les députations du Parti libéral actuel? Non, moi, je vais vous dire une chose très simple à cet égard-là. Moi, j'irais pas... Je suis allé en politique avec Jean Charest et je considère que ça prend quelqu'un qui a une expérience politique, qui a travaillé idéalement, qui a déjà été ministre, qui vient du fédéral ou n'importe quoi, je ne sais pas, mais qui a quelqu'un qui a une connaissance politique. Parce que si on va chercher des noms du milieu des affaires ou n'importe quoi, c'est pas des gens qui vont avoir un contact avec la population. Facile, puis ça prend ce doigté-là et aussi à vivre dans un environnement politique. Si on va chercher quelqu'un du milieu des affaires et autres, puis qui n'a jamais fait de politique, moi, je pense que c'est pas gagnant. Je vous lance un nom sur la table. Nathalie Normando. Nathalie, elle ne reviendra pas. Elle ne reviendrait pas à la tête du Parti libéral? Non. Je vais vous dire quelque chose. Parce que si elle est partie, c'est parce que c'est un peu un désaccord avec M. Charest. Oh, non. Moi, j'ai ma vision là-dessus, je n'en parlerai pas, mais c'est pas question de désaccord avec M. Charest, ça, je peux vous dire ça. Nathalie est rentrée en politique à l'âge de 18 ans. Oui, elle a été très longtemps politique. Très longtemps politique, puis Mme Normando, Nathalie, elle voulait passer à d'autres choses dans sa vie, surtout personnelle aussi, parce qu'elle avait donné toute sa vie à la carrière et à la fonction publique. Alors, elle ne reviendra pas. Comme je vous dis, moi, dans les noms que je vois, tout de suite, rapidement, qui viennent de la famille libérale, je vois Pierre, je vois Jean-Marc, je vois, comme je vous disais, Benoît Pelletier. Maintenant, on va voir des gens de l'extérieur qui restent parce qu'il y aura certainement 8-10 noms dans le minimum qui pourraient être intéressés. Mais on va avoir une course à chefferie, pas plus que 3 candidats. Il reste à peine 2 minutes, monsieur. Question courte, réponse courte. Est-ce que vous avez toujours reçu l'appui de votre chef dans tous les dossiers que vous avez pilotés? Oui. Est-ce que le temps était propice à une élection provinciale en été? Je pense que le résultat du scrutin, en termes de participation populaire, démontre que c'est un bon moment. Projet futur. Je retourne dans l'industrie minière. Je m'en vais pour une entreprise qui s'appelle Métaux BlackRock. On va mettre en production une mine d'affaires à Chibougamau. Okay. Alors, je m'en vais pour eux à titre de vice-président acquisition, exploration. On vous souhaite tout le succès possible, M. Bernard. Puis moi, je tiens à vous remercier d'avoir toujours accepté mes invitations. Et surtout, grand merci pour votre franchise. Ce fut toujours une grande joie que de vous recevoir et votre honnêteté était toujours au rendez-vous à chacune des entrevues que nous avons faites. Alors moi, je vous souhaite tout le succès possible, M. Bernard. Il y a une chose que j'aimerais vous dire. On va s'ennuyer de vous. Bien, merci bien. Je veux juste terminer là-dessus. Vous savez, moi, ça a été agréable de venir ici. Puis, tous journalistes confondus, ça a été vous avez été, je me rappelle les premiers temps, vous étiez un des plus critiques, puis vous avez posé des bonnes questions. Puis c'était correct, puis c'était des questions que la population voulait entendre. Et moi, mon rôle, puis j'ai toujours dit, si tu n'es pas transparent ou si tu n'es pas honnête, à un moment donné, ça te rattrape toujours. Et la franchise a toujours été, à long terme, gage de succès, plus que gage de défaite. Puis moi, je vous souhaite longue vie à votre émission, puis merci encore à vous, puis toute votre équipe que j'ai eu le plaisir de côtoyer autour de cette année-là. Ce fut un plaisir et bonne chance dans le futur, M. Bernard. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.